Le principe même des non-dits est d'avoir une présence insidieuse dont l'interprétation varie d'un individu à l'autre. Chacun y projette ses propres fantasmes, ses propres objectifs ou ses propres frustrations. Les non-dits les plus destructeurs sont ceux de l'enfance, bien que souvent ils soient pratiqués par des parents prévenants, souhaitant protéger leurs enfants des réalités de la vie. Et les non-dits, il y en a de toutes les sortes. La maladie d'un des parents, le divorce des parents, l'arrivée d'un autre enfant, la perte d'un emploi et tout ce qui en découle, la légitimité d'un enfant, son adoption, le suicide d'un parent, une maladie honteuse, un avortement. Soit la chose n'est jamais prononcée, soit elle est dite trop tard, et l'enfant se sent évincé de la famille. Il devient subitement un étranger, à qui on n'a pas fait confiance, ou qu'on jugeait inapte à la compréhension. Et si on lui a menti une fois, peut-être qu'on lui a menti 1000 fois. Alors il va se méfier de tout et de rien. On imagine aisément quels sont les mécanismes de survie que va développer cet enfant en grandissant. La suspicion, la méfiance, le besoin d'une multitude d'informations, besoin d'avoir des écrits, des garanties, des preuves en tout genre. La remédiation que je vous propose est de rejouer la scène, comme nous l'avons fait pour l'article 52, mais cette fois en impliquant la personne responsable du non-dit et en lui apportant les ressources nécessaires. Cela paraît saugrenu de prime abord, mais comme nous allons agir sur les personnages qui vivent dans notre mémoire, c'est-à-dire les personnages virtuels et subjectifs, et non les vraies personnes. Nous les connaissons par cœur puisque nous vivons avec eux en permanence. Or, ce sont justement ces personnages virtuels qui nous rendent heureux ou malheureux. C'est l'idée que nous nous faisons d'eux qui influence notre psychisme, d'où il nous sera facile de les conditionner autrement. Robert Dills nous confirme que si nous sommes capables de trouver les ressources dont nous avons besoin et de les utiliser dans d'autres contextes en faisant un transfert de fichiers dans notre disque dur, pourquoi ne pourrions-nous pas apporter ces ressources aux autres personnes qui vivent dans notre disque dur? Donc ici, on va faire le même travail que dans l'article 52. Mais en agissant sur le parent ou le grand-parent virtuel. Et ça marche. Car la programmation chez un enfant implique souvent la modélisation d'un personnage important de sa vie. Donc si on modifie ce personnage significatif, on modifie l'enfant, en créant chez lui de nouvelles croyances stimulantes et des décisions de vie plus appropriées. Si vous manifestez des comportements récurrents de méfiance, de suspicion, si vous avez peur d'être grugé, trahi, jugé incapable de comprendre, si vous avez le sentiment qu'on évite de vous parler de certaines choses, ou qu'on fait des messes basses en votre absence, alors cette application est pour vous. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous l'histoire de cette petite fille élevée par sa grand-mère, avec laquelle elle entretenait une relation symbiotique, et qui avait cru bon de faire un minuscule non-dit pour ne pas la perturber. 40 ans plus tard, cette personne d'origine germanophone s'est retrouvée dans mon groupe de développement. Et lorsque j'utilisais un mot qu'elle ne connaissait pas, elle restait bloquée, en arrêt sur image, et devenait sourde aux 2 phrases suivantes.
En gros, on pourrait dire que pour combler un petit trou dans sa compréhension, elle en creusait un autre à côté 10 fois plus grand. Le phénomène était tellement présent que je lui ai proposé un travail de régression pour conscientiser le souvenir qui avait dû installer cette programmation dans son enfance. Et c'est ainsi qu'elle s'est revue à l'âge de 5 ans avec sa grand-mère qui lui racontait les plaisirs des vacances, en mettant l'accent sur les promenades, les bains de mer, les jeux dans le sable et une multitude de nouveaux amis. Et que bientôt elle allait connaître cela, car elle était invitée chez les cousins. Le jour du départ étant arrivé, la grand-mère et la petite fille, main dans la main, attendaient le train de pied ferme sur le quai de la gare. Puis vint le moment de monter dans la voiture, et c'est là que la petite entendit sa grand-mère la confier au chef de gare. Il n'avait jamais été dit qu'elle serait séparée de sa grand-mère pour connaître les félicités des vacances. Le choc fut tellement terrible que 40 ans plus tard, s'il y a un non-dit dans le discours, si elle ne comprend pas exactement la signification d'un mot, la peur s'installe, son cœur bat la chamade, elle devient hermétique à tout, elle est psychologiquement en survie.